Bienvenue à Merci, vous. merci Céline pour cette invitation. Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à Régine, Jean et Yann. Je connais certains d'entre vous très bien. Alors, c'est pas un exercice très facile pour moi de parler devant vous, hein, puisque vous êtes, je pense, tous très informés hein, sur l'histoire du génocide des Tutsis. Voilà, je voudrais d'abord commencer par rappeler que ce génocide a été perpétré en moins de 3 mois, hein, du 7 avril à la mi-juillet 94, et qu'il est marqué par l'extrême fulgurance des massacres, puisque en moins de 3 mois, c'est près d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants euh, donc perçus hein, comme des Tutsis. Alors là encore, il faudrait revenir, mais peut-être qu'on y reviendra s'il y a des questions sur la manipulation délicate de la catégorie d'ethnie hein, au Rwanda. Toujours est-il que les Tutsis étaient marqués hein, comme Tutsis dans la vie sociale, administrative et politique rwandaise à l'époque. Donc 1 million de morts en moins de 3 mois. Et il faudrait ajouter à ces données à la fois démographiques et temporelles, une précision, c'est que 50% des victimes du génocide ont été assassinées dans les 2 semaines seulement hein, qui ont suivi le début des massacres du génocide le 7 avril 1994. Cela vous donne une idée hein, de l'effroyable efficacité de ce génocide. Et c'est précisément sans doute cette fulgurance, cette rapidité des massacres, leur extrême efficacité, qui a nourri à l'époque et qui nourrit encore parfois, hélas, l'image, le cliché d'un génocide qui n'en est pas un en réalité, mais qui serait une énième guerre interethnique, hein, comme l'Afrique en serait voilà, coutumière. Donc il y a eu cette idée en 1994 et elle est encore parfois visible et dite dans un certain nombre de médias, notamment récemment, qu'on a affaire on a eu affaire en 94 à une tuerie anomique, hein, dépourvue de sens et de rationalité. Évidemment, cette image, ce cliché, il est nourri hein, par le regard de condescendance raciste qu'un certain nombre de pays européens ou occidentaux ont pu porter et portent encore sur l'Afrique. Or, au Rwanda, hein, en 1994, les discours de haine qui eh bien, s'enracinent dans la période coloniale et puis dans la longue histoire des persécutions contre les Tutsis des deux régimes postcoloniaux, ces discours de haine ont révélé toute leur puissance performative, puisque les mots hein, sont devenus des actes et les imaginaires racistes sont littéralement inscrits dans les corps des victimes vouées à disparaître. Et c'est sur ce discours en acte que je travaille beaucoup, notamment lors de mes enquêtes au Rwanda, en particulier dans les archives scripturaires, les archives d'État, les témoignages des survivantes et des survivants, et également lorsque on interroge, on recueille le récit des survivants et des survivantes. Parce que le génocide des Tutsis, c'est accompagné d'actes de cruauté particulièrement enfin, qui présente une phénoménologie identique sur l'ensemble du territoire. Et il me semble qu'il faut pouvoir regarder de très près ces pratiques de cruauté, non seulement pour saisir la nature véritablement de l'événement, la nature véritable de l'événement, mais aussi pour comprendre les effets de cette cruauté dans l'après-coup, et en particulier pour les survivantes et les survivants. Donc les survivants et les survivantes, tout comme les disparus, tout comme les victimes, n'ont pas péri hein, dans une violence anomique qui aurait été dépourvue de sens. Alors de ce point de vue, le génocide des Tutsis ne diffère pas des autres génocides du XXe siècle, puisqu'il est adossé à une idéologie raciste, une idéologie de haine, avec toutefois cette particularité, me semble-t-il, que ce racisme est construit autour d'une différence inexistante puisque
les Hutus et les Tutsis ne sont pas des ethnies, ce sont un même peuple, hein. Il n'y a pas de différence linguistique, il n'y a pas de différence de pratique religieuse, il n'y a pas de différence politique, d'habitat entre les Hutus et les Tutsis. C'est une société, la société rwandaise, avant la colonisation, qui est marquée par une très importante symbiose culturelle. Et c'est, alors j'ai pas le temps de revenir sur toute cette histoire coloniale, mais c'est véritablement le regard européen et la politique européenne pendant la colonisation allemande puis belge, et aussi au sein de l'Église catholique, qui commence son œuvre d'évangélisation au tournant du XXe siècle, qui va imposer progressivement une lecture raciale et raciste de la société rwandaise qui va ensuite devenir le pivot politique par lequel les élites rwandaises, et en particulier Hutus au moment de l'indépendance, vont définir le politique. Le politique sera défini non pas selon on va dire des critères libéraux, mais en fonction d'un critère racial. Le peuple sera considéré non pas comme une entité unique, mais comme divisé, hein, en Hutu et en Tutsi. Et ça, c'est très important pour comprendre aussi le génocide et les pratiques qui ont été déployées pendant le génocide, parce que, en particulier, lorsque l'on s'intéresse à la manière dont les corps ont été atteints, hein, en particulier par la cruauté, il y a dans les différentes pratiques euh, une volonté précisément manifestée de la part des tueurs d'aller attester, hein, la différence au nom de laquelle ils tuent précisément. Et je donnerai un exemple, j'en ai déjà parlé devant Régine, mais elle sait que c'est une question qui me préoccupe beaucoup, c'est celle des nombreux viols qui ont été commis pendant le génocide des Tutsis. Alors, on ne saura jamais exactement, hein, le nombre de femmes qui ont été violées pendant ce génocide. Néanmoins, euh, les viols des femmes Tutsis ont été systématiques, massifs. Et également, il faut le souligner parce que ça dit aussi beaucoup de la profondeur de ce racisme biologique qui était mis en œuvre. Les femmes Hutus également ont été violées, comme s'il fallait, par le viol, les ramener, hein, dans leur race originaire qu'elles auraient trahi en se mariant et en ayant des enfants avec des hommes Tutsis. Les viols au Rwanda, euh, les viols au Rwanda permettent justement de regarder la manière dont les tueurs sont allés chercher cette différence au nom de laquelle, hein, ils commettent ce crime. Et le proche, parce que là encore, on est dans une dimension, et là aussi une singularité du génocide des Tutsis, c'est que euh, ce ne sont pas des tueurs venus d'ailleurs, hein, qui envahissent les collines et qui assassinent ou violent les personnes, ce sont les voisins, hein, très souvent. Et donc, le proche, le voisin, celui avec lequel on va à la messe tous les dimanches, avec lequel éventuellement on chante dans la même chorale, les enseignants, les élèves, etc., euh, devient ennemi précisément, hein, devient autre avec une majuscule, par la manipulation, hein, que les tueurs font de leur corps et par la souffrance qui est infligée. L'ennemi, en quelque sorte, est fabriqué par la cruauté. Et donc, si on s'intéresse plus particulièrement au cas des viols, les fantasmes racisme sur la sexualité des femmes Tutsis encouragent précisément, hein, le dévoilement de leur intimité aux yeux de tous, puisque pendant le génocide, les ministres, les bourgmestres, donc l'équivalent des maires, les miliciens ou les voisins, hein, les cas sont très nombreux où les violeurs ont été encouragés à, je reprends les termes qui sont apparus dans les procès, à goûter, hein, le sexe des femmes Tutsis comme si celui-ci était différent. Euh, et ces pratiques, hein, de dévoilement d'un sexe imaginé sous voilà, le sceau d'une différence raciale vraiment radicale se trouvent rapportées notamment dans les premiers rapports qui ont été produits par les associations de rescapés de femmes qui se sont occupées d'autres femmes rescapées des viols. Donc, c'est une association qui s'appelle AVEGA, l'Association des veuves du génocide d'Avril. Eh bien, elle rapporte que 66% des viols ont été commis en public. Et ça, donc, ils ont eu lieu devant
des foules rassemblées. Et il s'agissait, en montrant le corps des femmes, de témoigner, hein, de leur différence supposée, mais il fallait pour eux, hein, en tout cas, la mettre au jour. C'était pour eux très important. Et ça, je pense que c'est aussi peut-être une particularité de ce génocide que d'avoir poussé à ce point des formes de cruauté corporelle pour attester la différence au nom de laquelle les tueurs commettaient le génocide, dans la mesure où on se trouve dans une société marquée, là encore, par une forte symbiose culturelle. Euh, Autre singularité du génocide de Tutsi, j'en ai un peu parlé, mais c'est l'investissement des populations civiles dans le massacre. Alors, il y a aussi évidemment l'implication de l'État, mais ça c'est une constante, c'est un invariant, je dirais, de l'ensemble des génocides du XXe siècle, hein. Le génocide des Tutsis est aussi un génocide d'État, et d'abord un génocide d'État, mais le nombre de victimes n'aurait jamais été aussi important si les populations civiles, et en particulier les voisins, ne s'étaient impliqués dans la traque de leurs proches. Et ça aussi, ça témoigne de la mise en place d'une politique génocidaire au sein de sociabilité particulière. On est sur les collines et là encore, la majorité des victimes du génocide ont été assassinées sur les collines et sur leurs collines. Au Rwanda, il n'y a pas de déportation. Euh, Il n'y a pas de déportation, comme dans le cas du génocide des Arméniens ou le génocide des Juifs d'Europe. Euh, les, le premier impératif du gouvernement, de l'État, donc quand je dis l'État, c'est l'État à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle extrêmement locale, c'est de maintenir, hein, les victimes dans l'entre-soi des frontières des voisinages. Pourquoi? Précisément parce que c'est l'interconnaissance sociale qui va faciliter l'identification et la traque des voisins. Parce que si les Tutsis échappent à ces frontières de l'interconnaissance, rien ne les différencie des Hutus. Ils parlent la même langue, pratiquent la même religion. Donc, on le voit très bien, par exemple, quand on étudie les témoignages d'enfants, parce que les enfants n'ont pas de carte d'identité. Et sur les cartes d'identité au Rwanda, les mentions raciales étaient inscrites. Et les enfants, le premier mensonge, la première ruse qu'ils échafaudent, à laquelle ils songent pour échapper aux tueurs, c'est précisément de sortir des frontières du voisinage et de s'inventer, hein, une généalogie Hutu. Donc, la première efficacité du génocide des Tutsis, c'est précisément de maintenir les victimes dans l'entre-soi de l'interconnaissance ou de les déplacer de quelques kilomètres, en particulier dans les centres, les édifices religieux, dans les paroisses où ils seront tués en masse. Hein, les collines sont le premier lieu de massacre et les églises sont le second lieu de massacre le plus important pendant le génocide des Tutsis. Et si on s'intéresse ne serait-ce qu'à ces deux lieux de tuerie, on voit bien ici la grande proximité à la fois géographique et sociale entre les tueurs et les victimes, mais aussi religieuse. Et ça aussi, je pense que c'est un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'au Rwanda, euh, les massacres très importants qui ont eu lieu dans les édifices religieux témoignent, là encore, d'une violence intra-religieuse. Ce ne sont pas des protestants ou des musulmans qui auraient fondu sur des victimes catholiques réfugiées dans les églises catholiques. Non. Euh, et d'ailleurs, même si on regarde à des échelles plus fines encore au Rwanda, bon, l'essentiel des Rwandais à l'époque sont catholiques, et donc les paroisses catholiques deviennent, hein, des lieux de refuge qui se transforment en pièges pour les victimes, et les tueurs sont eux-mêmes catholiques. Et de la même manière, dans les lieux où, par exemple, je pense à un endroit à côté de Kibuye, dans l'ouest du Rwanda, qui était dominé par les adventistes, eh bien, le massacre a eu lieu dans la chapelle adventiste
Il a été d'ailleurs largement cautionné par le pasteur adventiste et il a eu lieu le jour du sabbat des adventistes, donc un samedi. Donc là encore, on est dans une grande connivence religieuse entre les tueurs et leurs victimes. Ce qui pose évidemment beaucoup de défis, hein, aux sciences sociales, en tout cas pour comprendre ce qui s'est joué ici, hein, dans ces massacres intra-religieux. Et se pose aussi la question importante du massacre, de la participation de certains prêtres au massacre, voire au viol, euh, mais aussi de l'assassinat par leurs paroissiens de leurs propres prêtres. Donc vous voyez, ce qui me paraît important à comprendre dans le génocide des Tutsis, c'est le retournement euh, de tous les liens, en fait, qui tissaient, hein, la société rwandaise, que ce soit les liens sociaux de la quotidienneté. Il faut savoir aussi que ces liens de voisinage, c'était des liens qui étaient forts, des liens parfois d'interdépendance vitale, hein, entre voisins, et puis des liens extrêmement ritualisés. Toutes ces relations sociales, euh, elles n'ont pas seulement volé en éclats, elles se sont retournées contre les victimes. Et ça, je crois que c'est aussi un des phénomènes sur lesquels on essaye de travailler en sciences sociales et on est loin d'avoir résolu l'ensemble de ces questions parce que c'est une historiographie qui en est encore à ses débuts, même si on a beaucoup de travaux, mais voilà, en tout cas, les bibliothèques ne sont pas aussi remplies que pour les autres génocides du XXe siècle. Donc, il me semble que si on essaye voilà, de distinguer ce qui peut relever d'une forme d'invariant et de spécificité des spécificités liées au génocide des Tutsis, il me semble que la grande spécificité, voilà, c'est la manière dont les liens sociaux et affectifs se sont retournés contre les victimes. Et ça, je pense que c'est une des premières explications qu'on peut avancer pour expliquer la radicalité du massacre qui a eu lieu contre les Tutsis. Et ça, aussi un élément très important pour comprendre le Rwanda d'aujourd'hui, puisque, enfin, le Rwanda depuis 30 ans, puisque le pari politique qui a été fait après la défaite des génocidaires en juillet 1994, lorsque les troupes du Front patriotique rwandais ont pris le pouvoir au mois de juillet 1994, euh, c'était de reconstruire une nation rwandaise avec les tueurs et les victimes. Parce que cette idée que le Rwanda avait toujours été une seule et même nation, voilà, a été mise en avant pour refonder le pays après le génocide. Donc, vous voyez un petit peu aussi tous les défis, hein, que cela a pu comporter, hein, pour un État qui était un État exsangue après le génocide, hein. Le Rwanda, c'est littéralement un charnier à ciel ouvert en juillet 1994. Le pays est à terre, hein, et en plus, c'est déjà un pays qui n'était pas très riche avant le génocide, mais donc là, il est vraiment c'est un désastre économique. Donc c'est ce pari-là qui a été fait. Il faut aussi comprendre, je pense, la nature même du génocide pour ensuite comprendre le projet politique qui a été fondé ensuite et qui a aussi donné lieu à toute une série de d'autres politiques publiques, notamment liées à la justice, hein, puisque c'est la justice qui a été mise en place après le génocide, pour l'essentiel, à partir des années 2000, ce sont ces fameuses juridictions gacaca, hein, qui, elles aussi, hein, s'ancrent dans l'intimité des voisinages et des relations affectives qui ont été, qui se sont retournées contre les victimes. Donc je crois que c'est vraiment cette particularité voilà, qui fait du génocide, qui a fait que aussi euh, il a été perçu comme une espèce de mêlée sanglante anomique, parce qu'il a été extrêmement efficace. Et c'est cette question-là, à mon avis, qui est la question qui est posée aux sciences sociales, même s'il reste aussi beaucoup de choses, me semble-t-il, à étudier des acteurs intermédiaires entre le monde de l'État et le monde des voisinages, et notamment une milice qui a été mise en place
créée en 1992, donc milice qui était attachée au parti présidentiel, le MRND. Donc ces milices s'appellent les Interahamwe, et les Interahamwe sont une milice qui appartiennent, dont les militants appartiennent à la fois au monde des quartiers et des voisinages, mais qui ont accès aux ressources de l'État, notamment aux armes à feu. Donc voilà, il reste encore beaucoup de choses à comprendre, notamment dans voilà, ces entités comme les milices qui permettent voilà, de relier l'État au voisinage pour comprendre l'efficacité de ce génocide. Euh, pour les victimes, c'est aussi cet étau meurtrier que forment l'État et les voisinages a une conséquence tragique, c'est que nulle part ils ne peuvent trouver de secours. Lorsqu'on est plutôt dans une logique de pogrom, quand c'est les voisins qui vous attaquent, en général, on peut aller se réfugier dans un camp militaire ou à la mairie, bon, et puis les autorités mettre fin aux troubles. Or là, l'État aussi organise l'extermination des Tutsis. Et puis, inversement, elles ne peuvent trouver de refuge auprès de leurs voisins, de leurs collègues, de leurs amis, lorsque l'État organise leur persécution, puisque eux-mêmes sont engagés dans leur extermination. Donc c'est sans doute aussi ce qui explique en partie, en tout cas, cette grande efficacité. Puis vous avez parler des paysages au début. Et en tout cas, dans mon travail, parce que beaucoup d'historiens, d'historiennes du génocide des Tutsis ne peuvent pas manquer de réfléchir à cette question des paysages et de la topographie, dans la mesure où celle-ci, elle aussi s'est retournée. Voilà. Les collines aussi se sont retournées contre les victimes, puisque la topographie a été transformée en arme par les tueurs. Euh, les... Là, je travaille sur une région, donc l'attaque d'une paroisse où la paroisse est placée sur une crête. Et donc, les tueurs ont fait en sorte de venir dans toutes les communes voisines et d'encercler cette crête avec des pentes extrêmement dures. Et il n'y avait pas de fuite possible. Donc, vous voyez, l'intelligence aussi meurtrière, elle est perceptible dans l'usage que les tueurs font de la topographie. Et c'est aussi, je pense, une des, peut-être, je ne sais pas si c'est une singularité, mais en tout cas, au Rwanda, c'est très frappant, c'est que comment dire, les paysages sont une arme, sont un acteur du génocide à part entière. Voilà, ce qu'on pourrait paraître inanimé, etc. Donc, j'ai beaucoup travaillé notamment aussi sur la manière dont les animaux, dans les témoignages des enfants, étaient perçus tantôt comme des sauveurs, ou des protecteurs, tantôt comme des adjuvants des tueurs. Et ça me faisait penser notamment au passage enfin, il y a beaucoup de rapprochements qu'on peut faire avec les passages d'Histoire d'une vie d'Aaron Appelfeld. Euh, et on a voilà, c'est cette même attention. Alors peut-être que c'est parce que c'est des témoignages d'enfants, sans doute, mais il y a voilà, cet écosystème de la survie qui me paraît important de restituer, tant au Rwanda, la, voilà, la topographie très particulière de ces collines, de ces marais, de ces forêts extrêmement clairsemées, ont également euh, euh, enfin, il n'y avait plus de refuge possible, y compris y compris dans la nature pour les victimes. Les forêts sont extrêmement clairsemées, les marais se trouvent en contrebas, donc dans les vallées, donc ils sont très facilement repérables dès que les plants bougent. Enfin voilà, c'est aussi tous ces espaces qui me paraissent importants à prendre en considération et qui permettent aussi de repérer voilà, l'énergie exterminatrice des tueurs. Quand il faut emprunter des routes extrêmement difficiles d'accès, ravinées par les pluies,
parce qu'on est en avril, c'est la saison des pluies, pour convoyer des centaines de tueurs dans un lieu de massacre, euh, bah, il y a une énergie meurtrière qui dit hein, la détermination exterminatrice. Donc tous ces éléments me semblent vraiment importants aussi à étudier enfin, puisqu'on vous intéressait à la question des génocides, enfin des singularités des politiques génocidaires, c'est aussi, je pense, cette dimension-là qui me paraît importante à regarder, à examiner, la manière dont les paysages peuvent, ou en tout cas la manière dont ils sont traversés par les tueurs, eh bien, révèle hein, l'intensité de l'énergie exterminatrice qui est investie à ce moment-là. Voilà, j'avais préparé tout un laïus, puis finalement je suis partie comme ça, mais parce que je vois que le temps tourne et que vous m'aviez dit, Céline, une petite demi-heure, donc peut-être qu'on peut laisser place à la discussion, si vous voulez bien. Vous laissez reprendre votre souffle. Oui, merci. Ouais. Alors, est-ce que... non, c'est très intéressant cette question du paysage. Je ne sais pas si mes collègues... C'est vrai que là, j'ai amené un témoin au mémorial de la Shoah l'autre jour en présence de mes étudiants. Et c'est vrai que c'est Albert Bansman et il décrivait un lac gelé où certains juifs ont pu fuir, mais se sont fait piéger en fait par le lac gelé. Bon, je pensais à ça parce que et les Allemands les attendaient de l'autre côté d'ailleurs du lac. Bon, est-ce que Yann ou Jean ou Régine, vous voudriez qui d'entre vous souhaite intervenir peut-être sur Moi, je voulais bien commencer avec oui. des questions, euh, notamment, donc comment dire, notre séminaire s'intéresse à la notion de génocide à travers ces différentes manifestations. Et je voulais savoir euh, comment on dénomme ces événements au Rwanda. Est-ce qu'on utilise la notion de génocide? Euh, et évidemment, dans les langues locales, notamment le Kinyarwanda, comment appelle-t-on cela? Et également, est-ce que la notion de génocide ou son équivalent euh, dans une langue bantoue ou autre, est-ce qu'elle a été utilisée dans justement ces tribunaux, les gachacha, ou pas? Et voilà. Et est-ce qu'il y a aussi des termes, une différenciation avec des termes juridiques, ou bien des métaphores, ou bien des termes des euphémismes peut-être aussi? Et est-ce qu'il y a une différenciation dans la façon dont les Hutus et les Tutsis, euh, ou également la langue politique, administrative, euh, dénomment ces événements? Bah, je réponds peut-être tout de suite, comme ça on... Oui, Donc, allez-y. vraiment, merci pour les questions. Pour vos questions. Oui, c'est évidemment enfin, ce que vous soulevez, c'est vraiment important parce qu'il n'y avait pas enfin, même avant, non, enfin, il n'y avait pas de mot en Kinyarwanda pour désigner ce qui s'était produit. Bon, il n'y avait pas non plus de mots ni en français ni en anglais avant que Lemkin ne forge enfin, c'est un néologisme aussi. Voilà. Euh, alors, Rwanda, donc maintenant, disons depuis 2004, hein, voilà, ça fait 20 ans maintenant, le terme génocide, mais kinyarwandisé, c'est-à-dire on l'écrit avec un J et non pas un G, donc on dit génocide, voilà, a été adopté au Rwanda. Euh, Avant que ce terme n'entre dans la langue courante, il y avait d'autres expressions qui étaient employées. Itsamba Bgoko, Initsamba Tsamba, ça veut dire donc l'extermination. Ubgoko, c'est l'ethnie, l'espèce, le genre. Enfin, en tout cas, c'était le mot par lequel on désignait les Hutus et les Tutsis. Donc voilà, donc c'était l'extermination d'une espèce. Itsamba Tsemba, c'est les massacres. Et donc après, je crois que pour que le terme puisse être visible aussi à l'international, parce que il y a aussi des questions, il n'y a pas que des questions domestiques aussi avec le génocide, il y a aussi des questions internationales et de positionnement du Rwanda sur la scène internationale. Donc, c'est ce terme génocide qui a été kinyarwandisé.
Et depuis 2008, avant des génocides et mu Rwanda, donc génocide au Rwanda, sans désigner les victimes. Euh, Depuis 2008-2009, c'est toujours un peu difficile d'avoir une date très précise. L'usage officiel veut que les massacres de 94 soient désignés sous le terme génocide et Yakorewe Yabatutsi, c'est le génocide perpétré contre les Tutsis. Ça, c'est par exemple sur c'est toutes les dénominations qui se trouvent dans les textes officiels, sur les stèles commémoratives, les mémoriaux, voilà. Et globalement, quand on parle avec les rescapés, c'est génocide et génocide. Et voilà, c'est même à la radio, voilà, c'est ce terme est entré dans la langue rwandaise. Voilà. Et dans les gachacha aussi, c'était le terme qui était employé. Euh, voilà. Donc, il n'y a pas de. Alors, il a mis du temps à s'imposer dans le langage courant. Et parfois, on se réfère à 1994 en utilisant le terme guerre. Voilà. Mais les gens se rattrapent assez vite pour justement pas mélanger. La, la guerre, hein, et le génocide, parce qu'évidemment, les deux ont été concomitants. Donc maintenant, voilà, c'est cette expression qui est officielle et quand même largement répandue dans les conversations. Mhm. Donc, en fait, une influence dénominative immédiatement qui est celle du, de l'usage juridique international Voilà, et pas un terme indigène, en fait. voilà, exactement. Ça a été très vite adopté. Et bien, il y a eu tellement de procès aussi. Enfin, le génocide des Tutsis a été tellement jugé, y compris jugé par des juridictions pénales internationales. Mais Mhm. sans doute aussi, ça a contribué à ce que le terme entre dans la langue rwandaise, dans Est-ce qu'il l'itinérant y avait, est-ce qu'il y avait un terme avant les massacres, avant le génocide, pour désigner l'éventuelle volonté d'extermination des Tutsis? Non. Euh, non, en tout cas, c'était pas Un dit. projet. Ah, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Bon, on pouvait pas. On parlait de la guerre. C'était. Je vois pas. Non, je crois pas. Il n'y avait pas un terme spécifique. Il y avait plusieurs euphémismes qui masquaient voilà, le fait de tuer les Tutsis. Par exemple, même dans les années 90 encore, au moment où la première offensive du FPR est automatiquement suivie de massacres de populations civiles Tutsis, dans les archives, on trouve le terme Imvururu. Imvururu, c'est les troubles. Voilà, donc il y a ce genre il y a des euphémismes pour masquer le massacre des Tutsis. Et en particulier ce terme Imvururu qui revient de manière assez systématique. Et est-ce qu'il y avait un terme, je dirais, pendant les événements, du côté Hutu pour désigner ce qu'ils faisaient, ce qui était leur projet? Ouais, ils Comment disaient définir travailler. cette Voilà. séparation? En Hmm. fait, ils allaient travailler. Ah oui. Oui. Hmm. Le verbe gukora, c'était synonyme de tuer. Pour les tueurs, oui, ils allaient au travail. Et Hmm. même, ce qui est frappant, c'est que parfois dans les transcriptions des gachacha, on retrouve encore l'utilisation de ce terme. Il y a aussi un autre usage d'un mot gutabara, en Kinyarwanda, ça veut dire appeler au secours. Et dans le contexte du génocide, ce terme a changé complètement de signification, puisque ce sont un noyau de tueurs allaient appeler au secours d'autres tueurs pour assassiner les Tutsis, pour exterminer les Tutsis. Donc, vous voyez, il y a tout un travail aussi on parlait de retournement des liens sociaux, mais aussi de retournement de sémantique
Euh, voilà, alors ça, il faudrait là, je suis pas assez forte en Kinyarwanda pour faire ce travail, mais ça serait intéressant que des collègues linguistes à l'Université du Rwanda puissent repérer toutes ces inversions de sens hein, dans la langue pendant le génocide. Merci. Régine ou Yann? Pour Moi, continuer, Ah, pardon. Vas-y, non, Régine, non, vas-y, vas-y. vas-y. Pour continuer, par exemple, tu dis retournement parce que ça a commencé dans la langue, j'ai l'impression, comme beaucoup de génocides d'ailleurs. Ça commence d'abord dans la langue, dans une torsion de la langue, une euphémisation, mais aussi un emploi. Et c'est très frappant au Rwanda, je ne sais pas le Kinyarwanda comme toi, mais par exemple, violer, c'est le mot libérer. C'est-à-dire Libérer ou se marier avec, voilà. libérer ou se marier avec. Et Mm. en fait, c'était violer. Oui. Moi, j'aimerais te dire quelque chose qui est frappant. Bon, je connais un peu, mais à chaque fois que je t'entends, et là, tu as fait un exposé magistral, parce que arriver à condenser en une demi-heure tout ça, ce qui me frappe, et je voudrais ton avis, c'est qu'au fond, par son côté compact, immédiat, très ramassé dans le temps, l'efficacité dont tu as parlé, qui est supérieure, c'est affreux de parler comme ça, à l'efficacité de la Shoah. Si on, en temps, je ne parle pas du nombre de victimes, mais temps et victimes, ça a été très, très efficace. Or, tu expliques, euh, je me demande si le génocide qui n'a pas été reconnu comme tel, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas intervenu, alors il y avait beaucoup de choses. C'est que j'ai l'impression que, par exemple, on vient de parler d'Auschwitz, dans l'imaginaire des gens, génocide, persécution, il faut des barbelés et des miradors. Au Rwanda, il n'y avait pas de barbelés et de miradors. C'est-à-dire que c'était ce que tu dis, mais on voit, quand tu dis la population et l'État, la configuration géographique qui piégeait les gens sur leurs collines, le fait qu'ils ne pouvaient pas s'en aller, donc ils étaient identifiés par ceux-là même qui étaient leurs voisins ou leurs amis, enfin leurs maîtres, leurs curés, leurs médecins, ou l'inverse, les médecins qui étaient. C'est-à-dire que tout concourait à quelque chose, j'allais dire, c'est terrible ce que je vais dire. C'est presque un précipité chimiquement pur de ce que peut être un génocide. Parce que la Shoah, d'abord, ça a duré du temps, c'était sur des tas de pays. Tu dis, c'était pas. Il y avait collaboration des populations qui venaient prêter main forte dans certains endroits, mais ça ne reposait pas sur les populations locales. Il y avait des gens qui venaient d'ailleurs, les nazis, et qui s'occupaient de ça. Et là, on voit comment, en peu de temps, c'est-à-dire que dans la Shoah, il y a des tas de cas de figure, et même des choses incroyable. Il y a beaucoup plus de cas de figure, ce qui fait que je ne dis pas qu'on a fini d'investiguer le génocide des Tutsis, pas du tout. Mais de la Shoah, quand on dit on sait tout, on ne sait pas du tout, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de cas de figure qui sont un génocide, mais tandis que là, j'ai l'impression d'un précipité chimiquement pur. C'est affreux de parler de pureté dans le cadre d'un génocide, qu'on peut voir la langue, l'incitation à la haine, la façon dont petit à petit on a séparé des populations qui étaient identiques. On a créé des signifiants et des soi-disant caractéristiques physiques du Tutsi versus, c'est-à-dire créé de toutes pièces. Toutes ces choses-là sont des étapes qu'on retrouve plus diluées, plus anarchique dans la Shoah, parce que l'idée que la Shoah, c'était quelque chose de très bien organisé parce qu'il y avait les Allemands, c'est une erreur. Et là, j'ai vraiment l'impression, mais tu me diras, qu'en t'entendant résumer des choses que je connais, mais la façon dont tu l'as résumé, que tout concourait, que c'est un cas pur où on peut étudier vraiment les mécanismes de préparation d'une population
à un génocide, d'acceptation et de coopération, puisqu'il y a eu une grande coopération de la population. Comment on fait ça? J'allais dire, c'est le manuel du parfait génocidaire. Je ne sais pas si... Ah bah, je suis entièrement enfin, ouais, j'ai souvent le sentiment, voilà, de travailler sur, effectivement, des précipités. C'est vrai, c'est le précipité au sens chimique, vraiment, de ce qu'est Oui, un génocide, le paradigme oui, voilà, de ce qu'est un génocide. Quand on travaille sur le génocide des Tutsis au Rwanda, effectivement, il y a, on retrouve tous les éléments euh, qu'on retrouve par ailleurs, donc l'investissement de l'État, la langue, la propagande. Et effectivement, alors, bon, sur un temps plus ou moins long, parce qu'il y a aussi, si on reprend toute la période coloniale qui permet d'expliquer ensuite les régimes postcoloniaux, mais néanmoins, si on prend la séquence 90-94, voilà, ça, c'est le temps de la montée en puissance, et puis les 3 mois où effectivement, euh, on trouve à la fois ce qui est très frappant, c'est qu'on est à la fois dans un temps précipité, donc voilà, effectivement, hein, si on regarde le nombre de victimes par rapport au temps, c'est 10 000 morts par jour. Enfin, voilà, donc, et encore, il y a des jours où il y a dû avoir plus de morts, parce que, encore une fois, il y a eu beaucoup, beaucoup plus de morts dans les premières semaines. Et en même temps, voilà, cette expression, si je puis dire, d'une inventivité cruelle qui a eu le temps aussi de se déployer. Voilà. Et bon, alors à la différence peut-être de la Shoah et du régime nazi précisément, on n'a pas comme historien, on n'a pas tout ce corpus d'archives idéologiques que les tueurs voilà, auraient écrit. Enfin, on en a certains qui ont écrit après, mais ce avec quoi on travaille précisément, c'est les atteintes au corps et sur la cruauté pour remonter le cours, si tu veux, de la logique de tels actes. Parce que ce n'étaient pas des psychopathes hein, qui ont violé les femmes, qui ont coupé les nez, les oreilles, etc. Ça correspond à un système de représentation raciste, hein, voilà, où les Tutsis sont censés être voilà, plus grands, plus fins, etc. Donc il y a si je m'intéresse à la cruauté, c'est pas parce que c'est pas par fascination, c'est parce que morbide, c'est parce elle est un langage. Et sans ça, on comprend pas, on n'arrive pas à décrypter le sous-texte idéologique. Effectivement, il est là, dans l'acte lui-même. Là encore, on est dans le précipité. Mm. et là, c'est peut-être la différence avec la Shoah, je ne dis pas que la Shoah n'était pas cruelle, mais ce n'était pas le souci. Le souci de l'efficacité était de rayer le peuple juif de la surface de la Terre. On n'avait pas vraiment le temps d'entrer dans des raffinements. Ils étaient d'emblée, de toute façon, désignés Ouais. comme autres, c'est ça la Mm. différence. Il y avait pas, donc, il y avait évidemment les caractérisations, l'exposition sur les Juifs, mais on n'avait pas le temps ou vraiment l'envie, sauf certaines personnalités ou certains endroits, de s'adonner à des raffinements de cruauté. Je trouve très important ce que tu dis, euh, parce que la cruauté comme marqueur qui vient justifier ce qui a entraîné le génocide, enfin, voilà, ils sont différents, ce qu'on Alors, leur a mis. Enfin, là, la puissance coloniale a une responsabilité, puisque elle a inversé. Au début, elle s'appuyait sur les Tutsis, mais c'était cette idéologie raciste que les Tutsis sont des Blancs à la peau noire. Ils sont admirables, ils nous ressemblent, ils n'ont pas des traits bantous, ils n'ont pas des traits négroïdes. Et puis après, on inverse et on s'appuie sur la majorité qui était Hutu. Et là, on s'évertue à creuser, à montrer ce que tu dis à propos des viols, c'est vraiment pour montrer combien ils sont différents, alors qu'en fait, justement, il fallait vraiment s'évertuer, puisque c'était pas du tout donné d'emblée, c'était tellement semblable que quelques personnes ont pu échapper en disant qu'elles étaient Hutus, quelques-unes, hein. Mais
je trouve il y a à la fois des ressemblances, à la fois un précipité, si on veut comprendre comment se prépare, comment on prépare une population à collaborer et à faire ce génocide, je trouve que c'est exemplaire par le côté, j'allais dire, compact, ramassé en temps, en lieu. Et bon, ça fait froid dans le dos, c'est pas une question de comparer, mais je Mm. trouve que c'est un cas d'école très parlant. Mm. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, ou je ne sais pas ce que va dire Yann, ou si... Voilà, il a disparu, Yann. Non, Yann? non, Ah non, il je est là. suis là, je suis là, je suis juste en déplacement pour des soucis de batterie, mais je suis avec vous. J'ai beaucoup de choses à dire d'ailleurs. Eh ben, vas-y, Alors, on Bah ouais. Je t'écoute. peux, déjà, je voudrais remercier Hélène. À chaque fois que je l'entends, j'apprends des choses nouvelles et c'est toujours aussi agréable. Parce que agréable. je ne suis pas d'accord avec vous sur du moins, par le prisme de ma discipline, sur l'importance des méthodes. Je veux dire par là que le génocide, pour nous, dépend pas de la façon dont on y procède. Alors, je suis pas spécifiquement, Régine, pas d'accord avec toi sur la cruauté. Je sais pas si on peut vraiment trouver des différences. Tu serais en train de dire que la cruauté des exécutions, notamment, a été plus organisée ou en tout cas plus efficace au Rwanda que sur le territoire européen pour la Shoah. Je ne sais pas. C'est vraiment des choses qui ont lieu cas par cas. Est-ce que le traitement concentrationnaire des Juifs dans les camps d'extermination ou même dans les camps de concentration, le traitement qui dans le petit camp de Buchenwald ou à Birkenau, c'était un tel raffinement de cruauté en réalité qu'on peut s'interroger, et c'est pas à nous. Euh, En fait, on apprend, surtout quand on fait des procès relatifs à la torture, que le seuil de la souffrance n'appartient pas aux observateurs, mais seulement à la victime. Et le juge ne se permet jamais justement de juger de la souffrance d'un seuil qui déclencherait la qualification ou qui la rendrait inopérante. Et vraiment, je voudrais proposer qu'on en fasse autant ici, c'est-à-dire que euh, on laisse cette appréciation extrêmement subjective aux victimes, à chacune d'entre elles, et surtout que ça ne change rien en réalité à la qualification sur laquelle nous sommes tous d'accord. Il s'agit, Yann, est-ce que je peux dire quelque chose? Je crois que bien tu m'as pas sûr, compris. J'ai ah, enchaîné sur ce que Hélène a souligné de la cruauté, mais je ne pense pas qu'elle a dit non plus que la cruauté était plus grande. C'était pas ça que j'étais en train de dire. non, c'est pas. J'étais en train Vas-y de alors. dire, je ne me permettrai pas de juger que là, c'était plus cruel qu'ailleurs. Enfin, ce serait débile, sans intérêt. Non, tu as dit que les méthodes de mise à mort faisaient appel à des raffinements de cruauté pour lesquels on n'avait pas le temps pour l'organisation dans la Shoah Non, j'ai notamment. dit que j'ai dit que ce temps ramassé et que cette nécessité de poser le Tutsi comme différent était une nécessité première, alors que le juif était, on n'avait pas besoin de s'acharner à le montrer comme différent. J'entends ça. Alors, J'entends. je pense que là, étant donné la proximité, la langue, la Shoah, il y avait des diverses langues, pas la même religion, etc. Là, étant donné la proximité, justement, quasi gémellaire, enfin vraiment la même langue, la même religion, le même physique, quelquefois c'est complet, les mariages, il y avait un besoin pour justifier, aux yeux des populations aussi, Mhm. l'engagement et l'enthousiasme à tuer, euh, et je pense que cet enthousiasme, entre guillemets, Oui, il y en vient avait de... un. Mm. Comment? Il y avait un réel enthousiasme, Oui. hein. Ouais. Il Mhm. vient, est-ce que c'est plus de haine, moins de haine? Ce sera une vraie question. Moi, j'avais écrit un Mm. jour, peut-on tuer sans haine? Euh, il y a eu de la haine, et de la haine antisémite, évidemment, mais je pense que le besoin était moins grand, la cause était entendue à propos des... Je comprends Les bien. nazis n'avaient pas besoin de convaincre, d'abord, c'est pas le peuple qui massivement participait au massacre. Ils étaient des adjuvants et dans les pays, dans les divers pays, ils ont eu des supplétifs excellents, mais il n'y avait pas ce besoin-là. Tandis que là, il y avait besoin parce que l'armée et même les Interamwe, ça n'aurait pas suffi Bien si sûr, bien la sûr. population
ne s'y était pas mise avec cœur à l'ouvrage. Hmm. C'est ça que je dis, mais j'ai pas du tout, je ne Non, mais méprise. j'entends, Régine, j'entends parfaitement. Voilà. Vraiment, mais aucun souci là-dessus. Je voudrais juste, tu es très clair. Puisqu'on n'a pas Marc, beaucoup. Yann, Ah, pardon. juste une petite remarque, Oui, parce que je pense qu'en fait, votre petite divergence est en fait une convergence, puisque ce qui importe peut-être dans la dynamique d'ailleurs de ce séminaire, c'est de constater les similitudes et les différences. Et que là, on voit une différence, mais qui renvoie à quelque chose de similaire, c'est le fait qu'une population en extermine une autre. Et au fond, la différence, alors, l'idée que le juif soit extérieur à l'arianité ou que le Tutsi soit différent du Hutu alors qu'ils font partie de la même société, en fait, c'est la construction d'une différence, quel que soit son niveau, qu'il soit ethnique, racial, religieux. En fait, peut-être que c'est ça qu'on va découvrir comme point commun sur le plan catégoriel dans tous les génocides, c'est la construction d'une différence. Qu'on la juge pertinente ou pas pertinente sur le plan social et historique, ça c'est notre regard. Mais pour les acteurs, cette différence-là, elle est vitale au point de déclencher, alors, cruauté ou élimination industrielle, concentrationnaire ou au mhm, contraire de voisinage, ça, ce sont des différences en quelque sorte circonstancielles, exactement. culturelles, accessoires et qui n'affectent pas la définition de ce qu'est le génocide. Mais la construction, l'activation d'une différence, en fait, la nature de la différence importe peut-être moins que l'activation de cette différence dans la dynamique de ce que Daniel Sibony a appelé la haine identitaire. Et de ce point de vue-là, la haine identitaire, elle peut concerner des groupes de population à des niveaux très différents. Ça peut être social, ça peut être religieux, ça peut être racial. Et c'est cette multiplicité finalement de critères différentialistes et essentialistes en même temps qui peut se manifester dans tous les génocides. C'est une question de catégorisation au fond de la nature qui va motiver le passage à l'acte. Mm. Et je Est-ce rends la parole à Yann. Merci. que Ah, juste vas-y. un mot, Yann, désolée hein, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, juste, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais il y a quand même quelque chose qui me semble important, c'est que pour revenir à ce que disait Régine tout à l'heure, euh, les modalités de construction de cette différence, de cette altérité, elles vont précisément avoir des conséquences importantes sur les manières de tuer. Parce que je pense que par exemple, l'exhibition des massacres, l'exhibition des viols, la recherche de cette différence par la manipulation des corps au Rwanda, c'est parce qu'ils sont pas sûrs enfin, ils cherchent précisément cette différence au nom de laquelle ils sont censés tuer. Et à cela s'ajoute aussi le fait que non seulement ils sont censés trouver des Tutsis qui n'existent pas, mais, mais cet ennemi Tutsi, c'est leur proche. Je sais pas, c'est leur voisine, c'est leur voisin. Donc, comment est-ce voilà, il y a non seulement la différence, on va dire, raciale, mais aussi la différence de ce voisin qui n'est plus voisin. Voilà. Et je crois que c'est aussi quelque chose auquel il faut réfléchir. C'est qu'il y a presque un double fond à la construction de la différence ici. Parce que précisément, c'est pas des étrangers qui sont assassinés. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Et voilà, Yann, désolé. Non, non, mais ne sois pas désolé, moi, ça m'intéresse vraiment. Alors, je vais passer à un autre sujet que autant ce génocide en particulier a éveillé chez moi et que tu as justement souligné, tu parles de génocide d'État. Et nous, en théorie, on apprend quand on travaille sur la question qu'en fait, pas besoin d'un État pour qu'il y ait génocide, il suffit que des milices se réunissent et qu'ils lancent cette politique de destruction dont on parle si souvent. Et en fait, je me rends compte à t'entendre de la même façon que j'ai été convaincu par Patrick de Saint-Exupéry qui était sur le terrain et qui en parle. En fait, il n'y a pas de génocide qui ne soit pas un génocide d'État dans les faits. En droit, on n'a pas besoin de la présence de l'État.
Mais dans les faits, et il m'a convaincu, comme tu m'as convaincu avec d'autres éléments, lui, il me disait à l'époque, mais les corps, on s'en débarrasse avec des camions de chantier public. Ce ne Oui. sont pas des miliciens qui ont de tels appareils. L'État, on voit sa présence dans tout, dans la diffusion, dans la propagande, dans l'organisation des charniers, tout simplement. Mm. Et ça, c'est très particulier. C'est vraiment un domaine dans lequel les autres sciences ont eu un immense apport sur la science juridique. Mm. Et tu as dit aussi, tu as commencé ton propos sur la catégorisation, en t'interrogeant, en nous disant, alors peut-être que pour des néophytes, ça sonne moins, mais tu te demandes, est-ce que c'est une ethnie, pas une ethnie, et tu as la réponse. Nous, on la connaît, on sait que c'est pas une ethnie. Mm. C'est une catégorie même socio-économique. Oui, bah Pour non, eux, on sait très bien ce que c'était parce que comme l'idéologie raciste a tout balayé, mais en tout cas, ouais. il n'y avait pas de différence de langue, donc il Non, y non, avait non, une effectivement. culture, donc c'est ça qui est important. Alors, alors la grande difficulté pour nous, en tant que juristes, c'est, puisque la Convention sur le génocide dit que Eh c'est la oui. destruction du groupe ethnique qui importe. Mm. Qu'est-ce qu'on fait si c'est plus une ethnie? Est-ce que ça veut dire qu'on doit rendre un non-lieu? En réalité, alors que vous, dans vos disciplines, vous qualifiez des situations dans leur globalité, nous, on est confrontés souvent à une personne devant un magistrat et on doit dire en prison ou dehors, non-lieu. Mm. Et il est extrêmement, dans ces cas-là, extrêmement facile pour la défense de l'accusé de dire mais c'était pas une ethnie, vous vous êtes trompé, et donc on n'est pas dans la catégorie génocidaire. Et la réponse trouvée par le droit, et à mon avis, elle est extrêmement pertinente. Ce qui compte, c'est pas la réalité scientifique de l'ethnie. Ce qui compte, c'est ce qu'a vu le criminel. Et Ouais, je peux vous donner, exactement. et Mm. l'exemple tout typiquement similaire pour la Shoah, c'est que dans le ghetto de Varsovie, il y avait deux églises de gens qui étaient persuadés d'être catholiques et qui ont été assassinés comme juifs. Eh bien, dès la première affaire de l'histoire de l'humanité de génocide, hein, devant les tribunaux, tu la connais, toi, Hélène, c'est à Akayesu Oui, ouais. Mm. en septembre Mm. 98. C'est pas plus tôt que ça, il n'y a jamais eu d'affaire de génocide avant 1998. Et le juge le dit très clairement, peu importe la réalité de l'existence de l'ethnie, peu importe la réalité de la qualité de la personne, peu importe la réalité éventuelle de l'appartenance de cette personne à ce groupe. En Mm. réalité, et d'ailleurs, on se pose ça évite de se poser la question de l'existence du groupe racial, puisqu'il n'existe pas. Et les juges du TPIR sont allés plus loin. Ils ont dit, pour faciliter le raisonnement, qu'on pouvait entendre l'ethnie comme signifiant la tribu. C'est une extension de ce groupe, du sens de ce groupe, pour essayer de garantir qu'on puisse réprimer au maximum. Donc il y a des éléments constitutifs pour lesquels la notion de génocide est très restrictive parce que c'est du droit pénal, et il y a des notions sur lesquelles on arrive à élargir. Et c'est ce que tu nous apportes, c'est ce que le type de discours que tu as, ou ce que disait Régine également, c'est ce que vous nous apportez à cette science. Et ça permet aussi, et c'est une deuxième notion que tu as soulevée, tu as parlé de conflit interethnique. Tu as dit, bien souvent, on critique ces situations en disant c'est un conflit interethnique comme il y en a beaucoup en, en Afrique. Et nous, on a appris assez rapidement qu'en réalité, cette réflexion sur le génocide, sur l'inexistence de l'ethnie ou l'inopérance de l'ethnie, elle permet de dire que le conflit ethnique, ça n'existe pas. Bah non. Mm. Jamais, mais pas seulement au Rwanda, nulle part. Bien sûr. Parce que ça voudrait dire deux ethnies qui s'opposent. Et ceux qui s'opposent sont des combattants, c'est des belligérants. C'est pas toute une population, bébés et vieux compris, qui se dresse contre toute une autre population, vieux et bébés compris également. Et on a eu une affaire incroyable, l'affaire Semanza. Dans Mhm. l'affaire Semanza, quand j'étais au TPIR, la défense nous dit on a des charniers et on va examiner si dans ces charniers, il y a des crânes qui sont Mm. des crânes de Hutus ou de Tutsis. Parce qu'ils nous disent, L'expertise, ouais. comment? J'ai l'expertise, c'est incroyable. Celle de Dominique Lecomte. Mm. Mm. Tu l'as, hein? Et Ouais, ouais, ouais. alors, heureusement, l'expert dit qu'elle ne peut pas conclure. Mm. Déjà, moi, je suis choqué et j'ai obtenu au tribunal, c'est moi qui l'avais rédigé ça, qu'on ne finance pas cette expertise. Merci. Mais, elle... donc, l'argument de la défense, c'est de dire s'il y a des crânes de Hutus, c'est que c'est un conflit. Si c'est un conflit, c'est pas un génocide. Cet argument, c'est du négationnisme pur. Déjà, outre le fait qu'on ne peut pas faire la différence par les crânes entre les gens et que c'est un non-sens, en réalité, on peut même tuer des Hutus dans le cadre du génocide des Tutsis dès lors que les Hutus se sont opposés au génocide des Tutsis et qu'ils sont morts dans ce génocide. Donc, ça amène à une réponse juridique extrêmement simple à laquelle on devrait tous se ranger, c'est jugeons les gens sur leurs actes et non pas sur leur appartenance réelle ou supposée.
Euh, de ce point de vue-là, une question. Quelle différence, au fond, parce que, en gros, le mot ethnie, il a pas de définition bien stable sur le plan conceptuel. Du coup, quelle Le tribunal essaye de définir l'ethnie justement dans cette affaire à Akayesu dont on parle, différence? euh, et il parle euh, d'une culture commune, d'une langue commune, mais on voit bien que ça marche pas de toute façon au Rwanda. Oui, mais on peut reformuler ça à l'infini. Il y a 50 reformulations possibles. Mais, Alors, il y en a une qui fait autorité, c'est celle que le tribunal décide finalement. mais oui, c'est pour ça qu'il y a une forme d'arbitraire conceptuel dans Bien ce qu'on sûr. dit. C'est la nature même du droit et sa différence aussi. Enfin, tous les régimes terminologiques coexistent au sein d'une même langue, ce qui fait que le même mot aura un sens terminologique différent pour un juriste, pour un linguiste, pour un historien, etc. Mais du coup, est-ce que le mot ethnie, par rapport au mot groupe de population, a le moindre intérêt ou pas? Parce que, au fond, est-ce que l'élimination des protestants par les catholiques au XVIe siècle, c'est bien éliminer un groupe de population, mais c'est pas. On va le voir, nous on le voit dans l'autre sens. On est tenu par la Convention de 48 qui Oui. énonce 4 groupes. On ne peut pas sortir de ces 4 groupes, ça on le sait. On peut les élargir un peu, on ne peut pas en sortir. Et dans l'affaire Akayesu, c'est vraiment l'affaire de principe. Le tribunal nous dit que ce sont des groupes biologiques, exclusivement biologiques, auxquels on appartient par la naissance, de façon permanente et non contestable. Hmm. Donc, mais voilà, les races n'existent pas, mais ce sont quand même des groupes biologiques. Tels que vus par le criminel. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et vraiment, je trouve ce premier jugement pour génocide, il est extraordinaire. Je ne sais pas si tu Exactement. Ouais, en ouais. penses, Yann, mais moi, Ah oui. j'adore ce document. Et je trouve qu'il n'est pas assez connu. D'ailleurs, il y a peu de gens qui savent que le premier jugement pour génocide, c'est celui-ci. Ah, c'est incroyable ça, hein. Ça Et choque beaucoup. ah oui, oui, mais les gens ne savent pas. Et vraiment, je vous invite tous à le lire. Il est très facile, C'est très disponible facile à lire. sur Internet. Et c'est un texte incroyable parce que, justement, moi, ce que j'aime beaucoup chez ces juges du TPIR, c'est qu'ils sont, alors évidemment, c'est des juristes, c'est leur ethos, mais ils se font presque anthropologues de la violence Mhm. pour qualifier en droit ce qu'ils ont, enfin, presque sous les yeux, enfin, en tout cas tous les jours à la barre. Et je trouve que, voilà, ils ont trouvé, pour définir la manière dont les Tutsis étaient perçus comme une ethnie ou une race différente. Parce qu'en finalement, je suis d'accord avec vous, Jean, si je peux me permettre de vous appeler Jean. euh, c'est pour moi, quand on emploie le terme ethnie, c'est une manière de politiquement correcte de pas dire race. Donc au fond, c'est exactement la même chose, hein. Voilà. Donc et en tout cas dans le contexte rwandais, ils sont absolument synonymes. Mais ce qui est intéressant dans le raisonnement des juges, dans ce jugement à Kayesu, c'est l'élément subjectif. Ils ont dit à partir du Mhm. moment où les victimes sont perçues comme Tutsis par les tueurs, qu'il y a les cartes d'identité, etc., qu'il y a une discrimination, alors, ils forment un groupe stable et permanent et ils entrent dans le cadre de la Convention de 1948. Et il y a un autre élément qui me paraît vraiment intéressant dans ce jugement, c'est aussi la manière, l'avancée jurisprudentielle qui a été faite sur la reconnaissance des violences sexuelles comme acte de génocide. Et là, c'est aussi intéressant parce que et y compris, ils ont une définition très large du viol. La nudité forcée, par exemple, est considérée comme une violence sexuelle, comme un viol. Ils sont allés C'est pas, vraiment. non, pas un viol, une violence sexuelle. Violence sexuelle. Ouais, mais donc là, par exemple, quand il y a des jeunes femmes qui sont dénudées de force, et, bon, bref, et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Pardon, Et pardon. c'est pas grave. Donc voilà, je voulais juste dire que ce jugement, il est vraiment intéressant parce que il est à la fois, c'est à la fois important pour le droit, bien évidemment, pour la jurisprudence, mais on voit comment les juges travaillent avec Est-ce qu'on peut voilà, vous avec les demander pratiques de de nous violence. l'indiquer? Oui, c'est ce que Parce Ouais, que je le mets dans le comme chat. document, Tu de Ouais, mets. nous l'indiquer dans D'accord. le chat pour qu'on puisse, enfin, qu'on allez le puisse chercher. trouver Ouais. C'est vraiment Yann un ou, document Yann important. ou Hélène, puisque Ah, Hélène, si tu l'as sous la main, sinon pour tout le monde, je c'est peux écrit. l'envoyer par. Je vais vous le trouver, je le cherche pendant vous qu'on se pouvez le parle. mettre sur le chat, on l'aurait tous. Ah bah oui, je vais, Oui, je vais mais le trouver le moi. nom, vous voulez le nom ou le lien vers le Oui, jugement? le lien, si Ben, possible. je vous le Je vais le trouve, je vous le trouver trouve tout de moi. suite. Je vous le trouve en 2 secondes. Bah voilà. Non, vraiment, c'est un texte très intéressant. Et c'est pas un très, très, Ça y très est, long je l'ai. document. Ah bah voilà.
Tu peux le mettre sur le chat? Ouais, ouais, je l'envoie, je l'envoie, je l'envoie. Voilà. Je vais fixer le bon. Ce serait intéressant pour nous. Ouais, c'est le bon. C'est celui, c'est pas le jugement, 2 septembre, c'est bien celui-là. Je Ouais, vous de l'envoie. 798. Ah, vraiment, c'est un document. Bah, je pense que Régine, il va t'intéresser, hein, parce qu'il y a plein Ah bah, de, j'espère bien qu'il va l'intéresser, quand même. M'intéresse. il y a plein de choses intéressantes sur la manière dont, voilà, dont ils se saisissent de la violence. Moi, je trouve que c'est. Ah, Mais acheter surtout, Moyenne, ça apparaît. je vous répète, c'est le premier procès de l'histoire pour Ouais. génocide. On a eu le procès Eichmann qui reprend une définition restreinte du génocide, qui est celle de destruction du peuple juif. Donc, c'est un génocide adapté, spécialisé. Mais un vrai verdict de génocide et une réflexion sur la notion, c'est ça. Ouais. Et il n'est pas assez connu, je trouve. Non. Non, puis on n'a pas eu beaucoup de procès. Le TPIA, il faut que vous sachiez tous que c'est 93 condamnations, hein. C'est 93 personnes poursuivies, d'ailleurs, pas condamnation. Et ça, pour à peu près, nous, on estime à 2 millions le nombre de responsables. Alors après, Hélène pourrait vous parler des heures des gachacha. Moi, j'y crois un peu moins. Mais c'est 93 personnes plus 50 000 personnes poursuivies devant les juridictions nationales. Et basta. Il faut que vous compreniez que la justice internationale ne peut rien face à l'ampleur des crimes génocidaires ou des crimes contre l'humanité. On est démunis. On a poursuivi seulement 100 personnes qui ont travaillé à Birkenau sur les 1000 qui ont été présentes. Ça veut dire 900 jamais poursuivis. Et on n'a pas de condamnation dans le génocide des Arméniens. Donc ces génocides, la règle, c'est commettez le crime en collectivité et vous serez à l'abri de la répression. On n'a pas les moyens de poursuivre. Mhm. Il y avait une dame qui levait la main Marion, je crois. Ah, des mains de... Ah, bah, elle est là. Mhm. Vas-y, Marion. Mhm. On t'entend pas, Marion. Alors que tu as enlevé tu as mis ton micro, mais on t'entend pas. Oui, Oui, Voilà, très bien. Est-ce que je peux poser une question? Ben, Bah oui. évidemment. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation très claire et qui donne à voir ce génocide et en fait la nasse en fait qui a été posée pour voilà pour permettre ces assassinats en masse. Et tout à l'heure, il a été question là vaguement. J'avais une question par rapport à la résistance Hutu. Est-ce qu'il y a il y a eu une mobilisation? Comment elle s'est organisée? Et voilà. Est-ce que, Mhm. est-ce qu'il y a eu des réseaux de cash? Enfin, je sais pas. Moi, Oui, j'étais oui. clinicienne universitaire et j'ai beaucoup travaillé sur les enfants juifs cachés en France pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, je me demandais s'il y avait eu un équivalent. Oui, merci de me poser la question parce que ça permet aussi de parler de ces personnes, de ces hommes et de ces femmes. Alors, des réseaux en tant que tels, non, parce qu'ils n'auraient pas eu le temps de se constituer en si peu de temps. Même si on pourrait peut-être en trouver quelques-uns, mais ce serait 3 ou 4 personnes tout au plus qui auraient pu faire passer les Tutsis de l'autre côté du lac Kivu au Congo ou bien faire traverser la rivière Akanyaru vers le Burundi. Mais bien sûr, il y a eu des personnes qui ont résisté au génocide. Alors, il y a plusieurs catégories donc de ces personnes qui étaient Hutus. D'abord, il y a les hommes et les femmes politiques hein, qui étaient opposés à cette idéologie raciste et à la mise en place de la logique d'extermination, qui ont été les premières victimes du génocide. Ces hommes et ces femmes politiques auraient pu incarner une alternative au pouvoir génocidaire qui ont été exterminés dès le 7 avril 1994. En particulier, la première ministre, Agathe Uwilingiyimana, qui a été assassinée avec son époux. Et toutes les têtes donc des partis politiques d'opposition favorables aux négociations avec le FPR, etc., ont tous été assassinés. Ensuite, il y a un certain nombre de Hutus qui ont protégé leurs voisins, d'autres qui ont organisé des résistances des sauvetages plus collectifs. Voilà, c'est encore une histoire assez mal connue. Mais je trouve que c'est très important de travailler sur
les liens, la résistance de ces liens qui ont été si réversibles, justement. À quel moment bah, ces liens sont maintenus? Je pense que c'est vraiment important de réfléchir à ça. Et aussi parce que, voilà, encore une fois, on n'est pas dans une logique essentialiste où tous les Hutus se seraient levés comme un seul homme pour voilà, comme, voilà, dans ces logiques ethniques, on est un peu dans la dépolitisation. Or, un génocide, c'est un fait politique par total. Et là aussi, il y a certains Hutus qui n'ont pas adhéré enfin, voilà, à cette politique génocidaire. Et qui, alors, voilà, moi j'ai des petits indices parce qu'évidemment, on trouve toujours dans les sources, dans les récits des rescapés, voilà, un témoignage, parce que voilà, souvent, ils ont aussi pu survivre grâce à un geste de secours, aussi furtif soit-il. Euh, mais voilà, c'est souvent agir contre. Ce que j'ai repéré, c'est bah, agir évidemment contre l'ordre génocidaire, mais souvent aussi agir contre ses propres parents, agir contre ses propres frères et sœurs. Enfin voilà, parce que les familles sont évidemment très divisées. Voilà, et donc c'est des entreprises périlleuses que de sauver les Tutsis pendant le génocide, mais néanmoins, ça a existé. Mhm. Et si vous voulez peut-être lire aussi un très bon livre sur l'histoire du génocide des Tutsis, mais justement avec des épisodes de sauvetage, je vais l'écrire ici. C'est Beata Umuye Imeres, qui est Je vois. rescapée. Ouais, c'est vraiment enfin, un très très beau livre. Et elle a écrit donc il y a un an. Donc, il est sorti en poche. Voilà, un livre qui s'appelle Le Convoi. Ouais. Il faut absolument que Ouais. enfin, voilà, faut absolument que vous lisiez. Je pense vraiment s'il y a un livre à lire sur l'histoire du génocide des Tutsis, c'est celui-là. Euh, et voilà, elle part aussi à la recherche de personnes qui lui ont sauvé la vie dans des convois humanitaires. Voilà, donc Mm. il y a des acteurs très différents du Mm. sauvetage. Là, c'est des étrangers, en l'occurrence des Suisses et des Italiens. Mm. Mm. Ouais, j'en ai entendu parler. Mais Et une Allemande. on peut dénombrer le nombre de personnes qui ont été ou On pas. ne le sait pas encore. Ou on ne le sait pas encore. Mm. Pas encore. Enfin, on manque d'enquêtes vraiment systématiques. Mm. Il y a encore beaucoup Et, de choses à faire. ouais. Ouais. Et cacher des enfants, c'est quelque chose que vous avez Oui, alors entendu. ça, on connaît un petit peu mieux le cas, par exemple, d'un orphelinat à Kigali, dans un quartier Ouais. très dangereux de Kigali. Bah, je peux vous envoyer peut-être un article que j'ai écrit dessus si ça vous Ah intéresse. oui, 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 Et, oui, oui. voilà. Et hélas, ben, c'est Damas Gisimba qui est décédé il y a 2 ans maintenant, qui a sauvé 300 enfants et une centaine d'adultes Ah dans le... oui. Donc je le cherche et je vous Ouais. le mets sur le chat Ah oui, oui. avant la fin de la session. Ouais, merci beaucoup. Je vous en prie. Mais justement, moi, j'aimerais reprendre, mais ce serait à nous, les psychistes, hein, de Mhm, donner la réponse. Or, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si les psychistes ici, Marion, Céline et tous les autres, a la réponse. Parce que tu as dit très clairement, mhm, il y a eu un retournement de tous les liens. mm. Quelquefois, non, puisque tu dis que ce Quelquefois, retournement, non. Ils ont pas résisté. non. Mais la question fondamentale, c'est comment s'opère, comment, pas pourquoi, mais comment on en arrive à ce retournement massif de tous les liens. Et ben c'est là. Oui, c'est une question à laquelle nous serions, Voilà, parce que pas vous les historiens, mais je la mm, pose parce qu'elle n'est pas. Moi, j'ai pas de réponse. Il y a des morceaux de réponse, mais je crois que c'est une question très intéressante pour nous. Comment peut s'opérer un retournement aussi radical quand même de tous les liens? Et il y en avait beaucoup des liens, beaucoup et profond. et profonds. Et je pense que c'est aussi une des questions que nous adresse enfin, oui, que peut nous poser le génocide des Tutsis de manière universelle, Oui. parce qu'on se croit peut-être tous protégés justement Bon. par ces liens, par leur proximité, leur profondeur, alors que précisément, et ça, voilà. Et je crois que voilà, il y a aussi des questions. Alors, c'est pas à moi qui vais les lancer ni y répondre parce que je suis pas compétente, mais que
C'est pas seulement le Rwanda, l'histoire du génocide Tutsi, c'est pas une histoire exotique, loin de nos préoccupations. Voilà, je pense au contraire que voilà, cette question du retournement radical des liens, elle se pose à toute société, quoi. Elle s'est posée d'ailleurs, celui qui l'a posée le plus clairement et de façon la plus aiguë, c'est Jean Améry, quand même. Mm. Jean Améry, dans son livre, qui est d'une série, en fait, qui est tiré d'une série d'émissions qu'il a faites, qui était sociologue, lui-même déporté, lui-même sorti d'Auschwitz, justement, lui parlait, étant donné qu'il était autrichien, donc enfin dans la sphère allemande, se demandant, justement, et parlant de ce pacte humain qui, à un moment, ne concerne plus qu'une population désignée par les génocidaires, un groupe, on ne va pas rentrer dans ethnie, est désigné comme n'appartenant plus au pacte humain. Lui, il le met vraiment à l'échelle de l'humanité. Il ne s'embarrasse pas de allemand, etc. Et il dit, on oublie que pour vivre, on a besoin de ce pacte humain, on ne se rend pas compte qu'on vit dessus, on ne s'en rend compte que quand il vient à nous faire défaut, comme l'oxygène quand on ne peut plus respirer. C'est-à-dire être exclu, et moi, c'est des notions que j'ai essayé de travailler parce que ça confine à la philosophie. Je ne suis pas une philosophe géniale. Cette idée de à quel moment, euh, comment on en arrive à décréter qu'un groupe ne peut plus, est exclu de ce pacte humain. Ce qui pose d'ailleurs le problème, comment on le réintègre. Il ne suffit pas de lui dire, comme Revient. une Mm. survivante extraordinaire que j'ai interviewée, qui raconte à Bergen-Belsen, je crois que c'était les Anglais, elle dit on était là et on entend les soldats anglais qui disent Good morning people, you are free. Mais elle dit ça ne suffit pas. On était là hébétés, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de déclarer, ben voilà, maintenant c'est fini, on vous réintègre dans ce pacte humain pour sentir qu'on est réintégré. Mais comment on en arrive à exclure un groupe entier et à obtenir l'adhésion d'une population entière? Moi, je ne sais pas si c'est une question qui vous taraude. Moi, elle me taraude j'ai pas trouvé de réponse, hein. Peut-être. Et Améry le pose très bien dans son livre C'est comment Par-delà le livre d'Améry? Par-delà le le crime et le... crime et le châtiment, où il y a des chapitres. Ok. C'était pas un psychanalyste, il détestait la psychanalyse. Ah. Alors, il en avait peur, je crois, il détestait, il aurait... Mais les chapitres, la torture, Ouais, 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 je vais le relire. dans Mm. quelle mesure a-t-on besoin de sa terre natale, le pacte humain, et il insiste là-dessus. Le moment où on est exclu et on n'a plus droit à ce Mm. pacte humain qui est implicite. Il dit combien il est implicite pour nous tous, combien on ne se le formule pas, sauf quand il vient à manquer. Ouais. Je ne sais pas ce que Céline, Marion, Silke, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que J'avais une question pour Hélène, une question un peu sociologique justement concernant les liens au sein de la société rwandaise. Euh, Mhm. euh, Hutu et Tutsi, est-ce qu'il y avait par exemple des mariages mixtes ou pas? Est-ce que l'interpénétration justement de ces différences était et justement comment ça s'est déployé au moment du génocide? Mm. S'il y Mais avait là encore, c'est une question qui mériterait beaucoup de travail. Je pense que parce que alors je pense on va dire l'interpénétration des groupes, pour dire les choses de manière un petit peu, je sais pas comment, faut prendre beaucoup de précautions de langage, mais enfin voilà, les intermariages étaient non seulement nombreux, mais surtout fort anciens. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui avaient peut-être une carte d'identité ou tout, mais en fait dont les arrière-grands-parents, vous allez trouver qu'ils étaient Tutsis, qu'ils avaient peut-être un grand-oncle qui était Tutsi et eux-mêmes se retrouvent avec une carte d'identité ou tout. Enfin, ces identités-là, elles sont aussi enfin,
pour une large part, extrêmement sont arbitraires, hein. Euh, Si on essaye de trouver une logique, on va dire biologique, on n'en trouve pas. Bon. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, si on prend à l'instant de 1994, en s'appuyant sur les cartes d'identité, par exemple, qui désignent donc qui est Hutu et qui est Tutsi, oui, il y avait beaucoup de mariages entre Hutu et Tutsi. C'est pour ça aussi que j'ai tenu aussi à citer le cas des femmes Hutus qui ont été violées, des femmes Hutus mariées à des Tutsis, à des hommes Tutsis. La plupart d'entre elles ont été violées, comme s'il fallait, par le viol, les ramener biologiquement dans leur race. Enfin, c'est aussi, vous voyez jusqu'où va enfin, cette idéologie, enfin, Perversion. ouais, cette perversion, et puis cette manière de concevoir voilà, un véritable racisme biologique, quoi. Ouais. C'est pas que les nazis hélas, voilà, c'est quand même tenu cette conception du racisme. Et, euh, et elles ont souvent vu leurs enfants tués sous leurs yeux. Enfin, voilà, et très souvent, dans les associations de rescapés aujourd'hui, vous avez beaucoup de femmes Hutus. Parce qu'elles sont des rescapés du génocide à part entière. Euh, et qui ont des situations très compliquées, parce que, par exemple, elles sont allées dénoncer leurs propres frères, souvent, leurs parents, dans les gachacha. Enfin, c'est des situations. Et je trouve que, voilà, c'est un sujet qui mériterait voilà, une recherche particulière. Justement parce que ça permettrait aussi de travailler cette question de la construction de la différence, au fond. Et il y a aussi des enfants, ça je voulais juste aussi signaler, des enfants qui, sur les cartes d'identité, auraient dû être considérés comme Hutus parce que leur père était Hutu, mais qui, au moment du massacre, se trouvaient avec leur mère Tutsi et ont été tués comme des Tutsis. Enfin, vous voyez, c'est aussi bah, tout l'arbitre. Ça aussi, ça permet de montrer aussi le caractère complètement arbitraire de ces assignations et en même temps leur radicalité. Donc c'est compliqué. Mais voilà, mais je ne peux pas apporter de réponse plus précise parce qu'on n'a pas encore d'études. Mais en tout cas, c'est un sujet très important. Ce serait peut-être bien, Hélène, que tu précises comment ont été attribuées les mentions Ah toutes oui, auto sur les cartes d'identité, parce mm, que pas tout le monde le sait. Tu parles ouais. de l'arbitraire, et comment des enfants rentrent à la maison et demandent à leurs parents Mm. qu'est-ce que je Qu'est-ce suis, qu'on est? ou Tutsi. C'est-à-dire Mm. à combien ça n'était pas un C'était élément avant. important. En fait, même, il faut savoir que même pour ceux qui ont propagé cette idéologie de la différence raciale et de la hiérarchie des races entre Hutu et Tutsi, c'était pas très clair cette histoire. Parce que quand on relit par exemple les textes de 1916 d'un père blanc qui en fait est ethnographe pour le pouvoir colonial belge, lui-même se pose pas mal de questions puisqu'il trouve des Tutsis pauvres qui sont donc à ses yeux des Hutus, et des Hutus très riches et proches en même temps d'une certaine culture de cour qui sont en fait des Tutsis. Enfin, donc voilà, eux-mêmes, ils comprennent plus très bien comment fonctionnent ces catégories. Et donc progressivement, à partir des années 30, il y a un critère assez, enfin, complètement arbitraire qui est imposé par le pouvoir colonial belge, c'est le nombre de vaches. Donc, alors, ça fait partie des critères. Mais, donc, si vous avez plus de 10 vaches, vous êtes Tutsi. Si vous avez moins de 10 vaches, vous êtes Hutu. Voilà. Mais évidemment, comme les livrets d'identité vont mettre beaucoup de temps à s'imposer aussi au Rwanda, entre-temps, il y a beaucoup de gens qui auront changé de catégorie, soit parce qu'ils sont enrichis. Enfin, tout ça est presque insaisissable, si bien que il y a une lettre du roi qui est magnifique, une lettre du roi, un des derniers rois rwandais, un militant de l'indépendance, enfin un nationaliste, qui envoie un mot à la tutelle belge en 1957 en expliquant que bah, aujourd'hui, tout le monde est tellement mélangé que chacun peut se prétendre Hutu ou Tutsi. Et que de toute façon, il demande aux Belges si eux mettent des mentions wallon ou flamand sur leur carte d'identité. Voilà. J'adore cette archive. Voilà. Bon, on s'achemine vers la fin.
de notre séminaire. Comme dit Jean, c'est absolument passionnant. C'est un très grand plaisir de vous écouter tous les quatre. Et Merci. C'est surtout Hélène ce soir, hein. Hélène Oh, mais vraiment, on a une bonne discussion. J'espère oui, que. vraiment, c'est absolument passionnant. Hélène revient pour les suivantes. oui, Ah ben écoutez, si elle veut. Bah oui, discuter volontiers. avec nous. Donc la prochaine fois, c'est Jean-Marc Dreyfus, Ah oui. voilà, sur la Shoah. Bon, ça, je pense. Juste, Hélène, est-ce que vous pouvez me donner le nom de l'article sur Il cette est là, Il l'article, l'a je viens de envoyé. voir. J'ai Je pas l'ai Elle l'a vu. mis dans le envoyé. chat, mais il a un drôle de nom. Il s'appelle ADH. Donc voilà, il est Non, mal. ADH. Vous le Eh, voyez pas? Ah, tu d'accord, peux ça le y est. c'est la télécharger. Moi, ADH 2023. Ouais, moi, je c'est t'ai demandé de me Là, l'envoyer. tu je l'ai pas cliques, vu. tu peux Dans cliquer dessus et ça Oui, télécharge. je n'avais pas vu, je l'avais Moi, pas vu. j'arrive pas à le Non, non, mais c'est moi. télécharger. Ah oui, je vais te l'envoyer, Yann, par mail. Merci. Ouais. Sinon, c'est On bon peut pour le tout le monde télécharger? Ah oui. Oui, moi, aussi, je pense, normalement. j'ai réussi à le télécharger sans problème, hein. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Merci Céline d'organiser ça, hein. Ouais, c'est très bien. Merci à vous, hein. Ouais. Merci. Donc, on se retrouve au mois de mars. Merci beaucoup, Hélène, Et merci, c'était un plaisir, vraiment. Mhm. et à Beaucoup. très Au bientôt. revoir à tous, au revoir tout le monde, Merci. Régine, tout le monde. Oui, Merci. Au Ah, revoir. merci, merci Bonne Hélène. soirée. non, merci, ça m'a fait plaisir.